Tor a été ponctué par une plantation d'arbres. Plantation artisanale donc, nous y revenons et le reportage tout à l'heure nous permet de mettre les pieds dans les plats. Nous avons comme invité sur ce plateau avec nous le directeur général de l'ANEMAS, entendez, Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées, en la personne de Jacob Ouedraogo. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir, déjà avec le reportage qui nous permet d'avoir déjà un genre de regard. C'est la saison des pluies et c'est très dangereux de continuer cette activité. Et depuis 2010, il y a une ordre du gouvernement qui est sortie et donc pour cette fois-ci, il y a eu une cérémonie. Habituellement, il n'y a pas droit. Alors, il faut dire d'abord merci à la télévision Tri TV qui nous donne le plaisir et l'honneur de pouvoir venir communiquer autour de l'exploitation artisanale de l'or au Burkina Faso. Alors, la cérémonie qui s'est tenue à Moctedo vient juste en application de l'arrêté interministériel qui a été pris depuis juillet 2010 par le gouvernement pour interdire ou suspendre les activités d'exploitation artisanale de l'or pendant la période hivernale. Cela, c'est juste pour éviter les cas d'éboulement, les accidents et les incidents que nous vivons régulièrement et qui endeuillent le monde du secteur de l'orpaillage. Et cela également, c'est pour permettre pour notre cas précis cette année de profiter de cette période de suspension, réfléchir davantage, affiner les réformes qui ont été engagées avec les acteurs pour que nous ayons une bonne relance des activités dans une certaine réorganisation du secteur à partir du mois d'octobre qui coïncide généralement avec la réouverture des sites. Vous faites bien de le dire parce qu'il y avait aussi une journée de l'artisan minier, c'était le 14 et 15 juillet. C'est tout le prétexte aussi pour vous recevoir. David Anna. Oui. Alors justement, moi je voudrais savoir parce que pour cette année particulièrement, il y a eu cette journée d'Onfeka Joufrava. Alors c'est dans quel contexte est née cette journée? Parce que c'est une première édition. Pourquoi maintenant elle est instaurée? Alors, avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire merci aux plus hautes autorités de ce pays qui nous ont accompagnés franchement pour la tenue de cette journée, qui est une première pour le monde des artisans miniers et qui a effectivement tenu le pari les 14 et 15 juillet passés. Il faut dire que cette édition a été initiée dans le cadre de la réorganisation du secteur de l'artisanat minier, mais également avec un esprit de revalorisation du statut de l'artisan minier. Vous savez bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte sécuritaire difficile. Nous sommes plus ou moins une bonne partie de notre territoire où nous avons beaucoup de sites d'orpaillage ne sont plus accessibles. Et les quelques rares localités où nous pouvons dire qu'ils sont des zones sécurisées, il y a également les personnes déplacées internes qui viennent renflouer les populations au niveau des sites miniers. Donc ça pose un problème sécuritaire également et il fallait qu'avec les acteurs, on puisse se retrouver pour échanger quel est l'avenir de ce secteur, quelle sera la contribution des acteurs dans la sécurisation de nos sites et aussi vraiment échanger sur les activités de l'organisation des sites d'artisanat minier. Merci. Et justement, quelle est la part contributive de cette exploitation artisanale? Parce qu'on n'en parle pas très souvent. Effectivement, on n'en parle pas. Il n'y a peut-être pas d'études assez précises. Mais tout ce que nous savons, c'est que l'artisanat minier rapporte beaucoup dans l'économie locale. Parce que c'est quand vous rentrez dans les zones où il y a cette activité, vous savez que l'activité économique est vraiment animée par le fait de leur apport. Mais au niveau recettes de l'État, nous pouvons dire que selon les études, l'enquête menée en 2017 par l'INSD, c'est autour de 200 millions que cette activité rapporte à l'État. Malheureusement, ça devrait être plus que cela. Parce que quand nous prenons également cette étude, nous avons une production annuelle d'au moins 9,5 tonnes d'or. Ce qui génère au bas mot 230 milliards ans. Et quand on va appliquer en termes de royalty, l'État aurait pu recouvrer 8 milliards.
Parce que là, on est très loin du compte. C'est quoi? C'est qu'on a un appareil qui ne s'est pas adapté pour trouver des solutions pour capter et imposer, ou bien c'est des messieurs qui s'arrangent pour s'extirper de leur devoir. En réalité, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette situation. Vous savez que depuis la liquidation du comptoir burkinabé des métaux précieux, qui était la structure de l'État qui devrait réguler et racheter la production en 2004, nous avons observé une période de plus de 10 ans où l'État n'était plus maître des lieux. Ce n'est qu'en 2015 que l'État s'est ravisé pour créer l'ANEMAS, pour reprendre l'encadrement, mais également le rachat de la production sur les sites. Donc, durant ces 10 années, beaucoup de choses se sont passées et nous avons vraiment malheureusement comptabilisé beaucoup de méfaits qui rend sombre le visage de l'orpaillage au Burkina. En plus de cela, nous avons aujourd'hui que c'est un secteur qui est fortement informel et qu'il faut travailler à mettre dans les rangs. Il y a aussi que les conditions de travail ne facilitent pas la tâche. Nous avons un grand défi aujourd'hui qui est la question des espaces de travail. La plupart de nos sites artisanaux naissent fortuitement et malheureusement sur la plupart des temps sur les permis de recherche des détenteurs d'un certain nombre de sociétés ou de certaines personnes. Et malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de les encadrer tant que ces détenteurs de permis ne donnent pas leur accord préalable pour qu'on les organise. Donc tout cela ralentit un peu l'action et c'est cela qui justifie aussi les réformes que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour pouvoir répondre aux besoins et permettre à l'État d'avoir un meilleur regard, mais aussi une meilleure action en termes d'encadrement pour mieux centraliser et ramener ces acteurs-là à contribuer pour notre économie. D'accord. Moi, je veux bien rester sur la question parce que le JDS, c'est ça aussi, c'est des questions de pédagogie, on veut bien comprendre. Est-ce que ça veut dire que le citoyen lambda, dès qu'il estime qu'il y a de l'or ici, il peut y aller, exploiter, sans que l'État lui donne une autorisation? C'est la réalité du terrain. Sinon, les textes sont là, les textes encadrent et tout le monde, le code minier l'a précisé. On ne peut pas exploiter sans autorisation des ressources minérales au Burkina. Alors, pour faciliter la tâche, on a instauré la carte d'artisan minier pour les individus. Parce que pour les sociétés, les personnes morales, il y a les différents permis de recherche, permis d'exploitation, permis semi-mécanisés et autres, pour faciliter les autorisations d'exploitation artisanale qui facilitent le travail. Juste un bémol avant que vous ne continuiez là, c'est ce qui a été suspendu ou pas? Les autorisations? Ces autorisations-là, c'est pas de celles-là que vous parlez. Voilà, c'est de l'exploitation artisanale, mais même ce qu'on appelle AEA. Okay. Plus bien sûr l'exploitation clandestine qui se fait, c'est tout cela qui est arrêté, parce que ce n'est pas maîtrisé. Voilà. Donc, en période hivernale, on arrête les activités d'extraction. Non, je ne parle pas de l'activité. Parce que là, on sait qu'on est en période hivernale. Depuis 2010, il y a un arrêté qui est sorti. Mais sur la question des autorisations, on a vu qu'il n'y a pas longtemps, au niveau du ministère, il y a au niveau d'un directeur une autre qui était sortie. Elle avait été contredite par le ministre. C'est de ça que je parle. C'est de ces autorisations-là que vous parlez? Non, effectivement, le 27 avril passé, le gouvernement a communiqué sur des mesures. Vous savez que le gouvernement avait annoncé un certain nombre d'actions et parmi ces actions, le gouvernement a annoncé la mesure de suspension des activités d'exploitation artisanale dans le sens de pouvoir permettre de faciliter la réorganisation des activités. Donc c'est vraiment lié à tout ce qui est exploitation artisanale, mais c'est toujours dans le cadre de l'arrêté interministériel qui observe cette période et qui devrait nous permettre de profiter de ce laps de temps pour travailler à réorganiser. D'accord. C'est vrai que je vous avais arrêté parce que vous continuez dans les explications que vous nous donniez, notamment à la question de David Nana. Oui, c'est toujours avec ces cas de figure des autorisations. Je crois que vous vous souviendrez qu'il n'y a pas si longtemps, à Houndé, on a vu ce qui s'est passé, notamment entre les mines modernes et puis des artisans, des miniers artisans, comme on le dit. Mais
c'est à ne pas comprendre parfois. Comment se fait les autorisations? Est-ce qu'avant de donner une autorisation, au préalable, on tient compte de ces artisans miniers là ou comment ça se fait? Alors, il faut dire que pour ce qui est des autorisations d'exploitation artisanale qui sont délivrées par le cadastre minier, il y a un principe qu'on ne peut pas faire de superposition de titres ou d'autorisation. Donc, lorsque vous déposez votre demande d'autorisation d'exploitation artisanale au niveau du cadastre, ils prennent le soin de vérifier si cela se trouve sur le permis d'un tiers ou pas. À ce niveau, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que nous avons la plupart de nos sites sont des sites qui n'ont pas de documents, qui n'ont pas été demandés à l'administration. Donc aujourd'hui, tout le gros boulot de l'ANEMAS, c'est de courir après ces exploitants maintenant pour les amener dans le circuit formel. Et quand vous prenez aujourd'hui, nous n'avons qu'une dizaine d'autorisations d'exploitation artisanale. On n'a qu'une douzaine de conventions de gestion que l'ANEMAS a pu céder à un certain nombre de... Mais sur 800, vous voyez, le ratio, il est inimaginable. Voilà. Donc, ça dit vous avez dit qu'il y avait combien qui étaient encore fonctionnels? C'était sur les 800? Sur les 800, il y avait 600 fonctionnels en 2018, mais nous sommes dans la démarche pour pouvoir actualiser ces données, parce que 2018 à maintenant, ça fait quand même beaucoup. Mais c'est quand même surprenant. Quand on sait que le Burkina Faso, c'est un pays minier, avant on parlait de potentiel, maintenant il est pays minier. Donc sur ce tort-là, qui est notre premier produit d'exportation, on a des messieurs qui peuvent se lever un matin et puis parce qu'ils peuvent creuser, ils prennent la quantité qu'ils peuvent et puis après c'est fini, l'État ne peut pas faire grand-chose. Il y a des mesures coercitives, il y a des campagnes qui sont organisées pour pouvoir les y contraindre. C'est ce qu'on veut comprendre. Oui, il faut dire que ce n'est pas une situation que le Burkina seul vit, même les autres pays de la sous-région où il y a de l'or, c'est la même situation et tout le monde se débat. Et l'espace où et moi travaillent ensemble également pour voir comment on peut restructurer et faciliter l'activité. Donc, pour dire que c'est un fait qui s'impose et qu'il faut, au regard de l'ampleur de l'activité, au regard des emplois générés par cette activité, aujourd'hui on parle de plus d'1 million 300 ou 500 d'emplois directs et plus de 2 millions en indirect. Rien que les emplois directs, ça vous fait près de 7% de la population. L'État ne peut pas se résigner à regarder comment on accompagne. Voilà. Donc, les textes existent, il y a des sanctions, mais malheureusement, l'ampleur de la situation est telle que nous devrons privilégier la sensibilisation, la formation et les concertations pour ramener ces acteurs vers une certaine formalisation de leur site. Même à l'intérieur, on a l'impression que l'État est très peu présent, pas accepté même par moment, ou bien craint, mais c'est tout un cocktail. Dans un site d'exploitation artisanale, pour reprendre un peu les propos de la rue, vous n'êtes pas fou pour y aller comme ça. Même quand les forces de l'ordre, si hasard, ça ne se passe pas souvent de façon très simple. Qu'est-ce qui explique cela? Tout à l'heure, dans le reportage que nous écoutions et que nous regardions, il y avait quelqu'un qui disait, des acteurs de ce secteur, qui disait il serait intéressant que l'acteur travaille, que l'État travaille à ce qu'il y ait un genre de responsable désigné pour que même pour la question de la fermeture qui a été décidée, cela soit appliqué. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que l'État ne peut pas, la force ne peut pas revenir à l'État dans ces espaces-là? Alors, pour donner cette force à l'État, l'État a créé des structures opérationnelles. On a créé l'ANEMAS pour l'encadrement technique, on a créé l'ONACIM pour la sécurisation des sites miniers, on a créé la PENAF pour lutter contre la fraude. Malheureusement, je ne vous apprends rien, l'ONACIM a un certain nombre de difficultés qui ne permettent pas à cette structure de prendre le contrôle de l'ensemble de ces sites. Donc, dans les échanges et les réflexions en cours également, je pense que le ministère de l'administration territoriale, qui est en charge bien sûr la question de sécurité, ils ont des réformes également sur ce plan pour permettre à l'ONACIM d'être plus opérationnel et pouvoir accompagner les actions de terrain. Voilà. Et également, il faut dire que tout le problème, c'est les questions d'espace. Vous ne pouvez pas responsabiliser quelqu'un sur le terrain de quelqu'un.
C'est très simple ce que je peux dire. Aujourd'hui, il faut... Force reste toujours à l'État. L'État peut choisir de désormais être présent aussi. Évidemment, mais cela doit s'accompagner par une réforme de certain nombre de textes, parce que nous sommes dans un État. Voilà, il faut retravailler un certain nombre de textes pour créer des sorties qui puissent permettre à l'État d'opérer. Sinon, on serait dans un désordre encore. Voilà. Donc, c'est dans ce sens que les acteurs ont demandé qu'on leur crée des espaces dédiés à l'exploitation artisanale. Voilà. Ça facilite le travail d'encadrement que l'ANIMAS va faire et on pourrait mieux suivre leurs activités. D'accord. Il le faut parce que je reprends encore les mots d'Eva, parce que quand on vous entend parler, vous parlez sur 50 milliards qu'on pouvait avoir, l'État se retrouve seulement avec 200 millions, ça veut dire qu'il y a quand même un manque à gagner au niveau de la fiscalité pour notre pays. C'est juste un commentaire que je faisais. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là, comme on parle terre à terre, ils ne payent pas les impôts? Mais puisque le créneau même pour payer ces impôts pose problème. Alors, pour pallier pour le moment à cette défaillance, nous avons initié ce qu'on appelle les chartes communales de gestion des sites, qui vont être pilotées par les différentes collectivités et qui vont, là où il y a des sites dans leur localité, ils vont signer des accords et ça va leur permettre à la collectivité de pouvoir suivre, mais aussi d'imposer un certain nombre de frais à payer. Il y a problème quand même parce que ils ne sont pas pris en compte dans le fisc, mais quand il y a un problème tout de suite, on appelle au secours au gouvernement qui s'y retrouve. Non, l'ordre ne s'est pas appliqué sur l'exploitant. Il y a des circuits. Il y a les exploitants qui sortent de l'or, mais qui sont obligés de revendre à des collecteurs qui sont sur les sites. Et ces collecteurs sont obligés de vendre au comptoir. Okay. Voilà, et c'est à partir des comptoirs que l'État perçoit. Et quand je parle d'environ 200 millions, c'est ce que les comptoirs ont déclaré qui constitue effectivement la part constitutive de l'exploitation artisanale. Alors qu'on est dans une production qui est dans une mesure tout autre. Exactement. D'accord, justement, parce que là, sur les sites, il y a beaucoup de choses qu'on voit. Et je pense qu'il n'y a pas si longtemps, on avait vu les 50 morts après une explosion dans un site d'exploitation artisanale. Ça a interpellé tout le monde sur la dangerosité et des éléments utilisés, mais aussi de la question même de la sécurité sur ces sites-là et le caractère impérieux de sensibiliser. On fait tout et n'importe quoi, comme on veut. On dirait que c'est un no man's land, c'est une zone de non-droit. Exactement, nous avons effectivement vécu malheureusement cette situation à Gongombiro en février passé, où nous avons perdu une 60aine de personnes suite à une explosion de substances explosives. Par principe, dans l'exploitation artisanale, il est formellement interdit. Il est formellement interdit l'usage des explosifs. Ça, c'est clair. Il y a la loi 051 qui réglemente cela. Alors, comment ces explosifs transitent pour arriver sur les sites? Il y a plusieurs acteurs qui doivent être interpellés. Il n'y a pas que les acteurs qui utilisent qu'il faut voir, mais c'est toute une chaîne et chacun doit se remettre en cours pour qu'on évite au maximum que ces sites soient emprisonnés en substance. Eux, c'est un besoin. C'est un besoin et tant qu'ils n'ont pas ça, c'est pour eux, c'est comme s'ils ne peuvent pas travailler. Alors que non, ça même, ça vient en déphasage avec la définition de l'exploitation artisanale. Donc, il y a un travail qui doit être fait par les structures d'encadrement, mais également les structures, les forces de défense et de sécurité, la douane, tout le monde, pour qu'on puisse maîtriser cette situation. Je suis surpris quand même, parce que lorsque c'était arrivé, on avait plus mis en avant, comment dire ça, l'inconséquence de quelqu'un qui avait décidé d'entreposer de la dynamite à côté de là où les autres creusaient, quelque chose comme ça. Mais on n'a pas mis en avant le fait que ce soit même illégal, que ce soit sur ce site. Ça, c'est pas une communication qu'on avait beaucoup plus entendue. Pourtant, personnellement, j'ai eu à intervenir sur certaines presses. Je l'ai dit, on a rappelé les textes et on a dit que cela était formellement interdit. Mais dans ces sites-là, il n'y a pas de sites sans ça. C'est bizarre. Et pourtant, c'est ça aussi l'exploitation artisanale.
selon nous, en tant que structure d'encadrement, puisque les explosifs, il y a toute une réglementation pour ça, son acquisition, le transport, le stockage, l'utilisation. Et tant qu'on n'a pas tout ce dispositif-là, on ne peut pas permettre. Mais c'est ça aussi le problème. Vous êtes l'aile technique à ce niveau. On est devant les faits accomplis, on n'arrive pas à contrôler, mais toutefois, ce sont des Burkinabés qui sont sur les sites. Est-ce que vous, en tant que l'aile technique, je sais aussi que vous avez besoin de la force avec vous, vous ne pouvez pas aussi faire des descentes sur ces terrains-là pour des... Je ne sais pas si vous le faites déjà pour des campagnes de sensibilisation, mais aussi utiliser des mesures coercitives quand ces cas-là se présentent, par exemple. Vous ne pouvez pas disposer de la dynamite alors que c'est interdit sur un site minier. Oui, exactement. Mais tenez-vous bien, nous avons que, peut-être, actuellement, l'ANIMAS n'a que 10 bureaux d'encadrement dans 5 régions qui sont déjà situés en chef-lieu de province, et chacun a peut-être sous sa coupe une cinquantaine de sites à gérer. Alors, de un, comme vous l'avez dit, pour aller sur ce site, il faut faire un travail de fond pour être accepté, avoir la confiance de ces acteurs. Sinon, ce n'est pas évident. Et si nous, en tant que structure de cadre, c'est nous encore, on doit venir avec une certaine coercition, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Mais il y a d'autres acteurs, la loi 0,4 précise ceux qui doivent faire ce travail. Je pense que c'est à ce genre de faire leur travail. Voilà. On aura compris. mais revenons justement sur cette première journée. Bon, ça, c'était les 14 et 15. Oui. Quel bilan on peut en faire, puisque c'était quand même une première? Oui, c'est un bilan très satisfaisant pour nous, le fait de pouvoir tenir cette première édition. Alors, c'est une édition qui nous a permis d'échanger sur plusieurs thématiques. Questions sécuritaires, mais questions liées à l'exploitation artisanale. Et nous avons parlé des technologies innovantes que nous voulons que les artisans miniers adoptent pour éviter les impacts négatifs que nous avons sur l'environnement. Et nous avons eu beaucoup de panélistes, des hommes très expérimentés qui sont venus partager leur expérience avec les artisans miniers. Et au-delà de cela, nous avons eu une plage de récompense, de reconnaissance des bonnes pratiques sur le terrain. Parce que c'est vrai que l'orpaillage semble avoir un visage très sombre, mais il y a quand même des gens qui s'illustrent et qui font l'effort de respecter la réglementation. Nous les avons primés et c'était très bien, ça a été beaucoup apprécié. Et nous avons des retours de certains qui ont été reçus triomphalement dans leur région. Je pense que c'est dans le sens de revaloriser le statut de l'orpailleur. Et je pense que le président l'a précisé, que c'est la première fois que, en se disant orpailleur ou artisan minier, il a la tête haute. Voilà, il n'est plus complexé. C'est un emploi comme tout autre qui peut contribuer au développement de cette nation. Donc vraiment pour nous, c'est un bilan satisfaisant. Il y a eu des recommandations qui seront, le ministre l'a précisé, que tout sera mis en œuvre pour qu'on puisse mettre en œuvre ces recommandations. Quelles sont les recommandations essentielles? Alors, les recommandations essentielles, c'est d'abord de travailler à trouver des espaces pour les artisans miniers. C'est le gros défi au niveau de l'espace UOMOA, c'est le défi majeur. C'est vrai qu'au Burkina, avec les contraintes sécuritaires que nous avons, c'est cette contrainte qui devient un défi majeur pour nous. Mais l'accès à la ressource est notre contrainte majeure. Alors, il y a la nécessité de renforcer les capacités des structures en charge d'encadrement, de contrôle et de suivi, mais également de la sécurisation des sites. Il y a la nécessité impérieuse pour les artisans de respecter les mesures que le gouvernement prend. C'est dans leur intérêt. Il y a aussi la nécessité que nous trouvons des mécanismes de financement de leurs activités. Aujourd'hui, c'est le seul secteur où vous n'avez pas d'institution bancaire qui tape la poitrine pour accompagner. Mais cela est dû à quoi? Parce qu'on n'a pas atteint un certain niveau d'organisation qui rassure. Donc il y a également eu une recommandation à ce qu'on puisse reformer de façon participative et inclusive les différents textes pour aller vers une réorganisation de ce secteur. David, je vous permets une question et moi je pose une autre. Je commence et vous allez terminer. Moi, la dernière question que j'aurai, parce que je m'en voudrais de ne pas la poser, au regard de l'actualité qui est la nôtre, quand on parle de ce torpaillage, dans certains lieux, dans certaines zones du Burkina Faso, c'est vu comme, on va dire, un genre de lien financier avec le terrorisme.
Ça, c'est une réalité aujourd'hui, où ils vont fonctionner. Vous dites que l'État n'arrive pas à fonctionner, mais en tout cas, eux, quand ils ont une zone sous leur coupe, ils ne s'amusent pas avec. Est-ce que c'est des questions qui sont ressorties lors de ces journées? Oui, nécessairement, puisque nous avons eu des communications sur la question, qui ont fait les liens, qui ressorti les liens qui existent, parce qu'il y a des études aussi qui le démontrent. Donc, c'était vraiment sans faux fuyant lors de ces consultations. Mais sur cette question-là, il y a des craintes vraiment à avoir, ou bien il y a des pistes pour pouvoir couper ces liens. Comment ça se passe? Non, pour nous, il ne faut pas se voiler la face. Il y a une réalité qui est là. La démarche était de trouver quelle est la contribution des acteurs pour éviter que nos sites d'opération ne soient des zones de refuge ou des zones de recrutement de personnes malveillantes. C'est ça qui a été notre objectif. Et je pense qu'on a atteint notre objectif. D'accord. Moi, c'est juste une question d'éclaircissement. C'est fermé, les mines sont fermées. Je crois que c'est jusqu'en octobre, c'est bien cela. Quelqu'un qui ne respecte pas ces fermetures, à quoi il est soumis? Qu'est-ce que la loi prévoit pour ce dernier? Alors, pour quelqu'un qui ne respecte pas, je pense que, comme je l'ai dit, c'est un arrêté interministériel qui met la sécurité et aussi entité de mise en œuvre. Et il y aura les contrôles qui vont être faits tout de suite. À partir de maintenant, il y aura un certain nombre de contrôles qui vont être faits avec les forces de défense et de sécurité. Il y a qu'on peut enlever le matériel et vous pouvez même être contraint à payer des amendes pour certaines situations. Donc, il y a des mesures coercitives qui existent et qui vont en tout cas accompagner cette période-là pour que les gens rentrent dans les rangs. D'accord. Merci bien d'être passé sur ce plateau. Ça a été pour nous donc un véritable plaisir d'aborder ces questions. Et on espère donc vous revoir ici pour les aborder encore une fois. Merci aussi David Nana d'être passé sur ce plateau. C'est ainsi aussi que je vais fermer la partie économie de ce JDS.